Les impacts du numérique sur l'environnement et les perspectives qui y sont liées, c'est aujourd'hui dans l'épisode 2 de Watt sur Num avec Clément Marche. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de Watt sur Num, le podcast du numérique par Arinfo. Aujourd'hui, je reçois Clément Marche de chez Nuageo. On va parler ensemble de numérique responsable, puis surtout on va découvrir un peu qui est Clément, quel est son parcours, comment il en est venu à travailler dans ce domaine-là. Bonjour Clément. Bonjour Tristan, ravi d'être là. Très content aussi de te recevoir pour parler de cette grande thématique qui est très transversale et qui va parler à beaucoup de nos apprenants. Clément, sur Internet, tu te définis comme le cofondateur de Nuageo. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus de choses sur ton métier ? Ça marche. Alors pour comprendre mon métier, moi déjà je donne un peu de contexte. Je vis à Caen, j'ai 2 enfants. J'ai créé Nuageo il y a une dizaine d'années, 11 ans quasiment, avec mon associé Antoine, avec qui on travaille depuis tout ce temps. Qu'est-ce qu'on fait chez Nuageo? On le raconte à nos clients ou à nos collaborateurs, nos collaboratrices, on leur explique qu'on accompagne les organisations vers un numérique qui est plus soutenable et plus éthique. Et donc, en réalité, on se concentre sur les impacts environnementaux du numérique, mais aussi sur les impacts sociaux et sociétaux, sur les personnes, sur les humains. Et on fait ça comment? On fait ça en commençant par de la sensibilisation, on fait de la formation. Après, on se pose la question de la maturité des organisations dans lesquelles on intervient, où ils en sont, est-ce qu'ils ont déjà commencé une démarche sur le numérique, sur les impacts environnementaux et sociaux du numérique. Comment on peut les aider? On essaie de construire avec eux une feuille de route, et ensuite, on met en œuvre cette feuille de route. Donc, moi, mon rôle dans tout ça, c'est de porter une partie de l'expertise et puis de mettre en musique une partie de Nuageo pour faire en sorte que ça se passe pas trop mal. Donc, ton quotidien à toi, c'est de, par exemple, d'organiser des conférences, des interventions dans des entreprises, dans des écoles. Avec qui vous travaillez? Nous, on travaille essentiellement avec des entreprises privées. Notre cœur de cible, c'est les grosses PME, les petites ETI, même les boîtes qui ont un certain volume, qui ont un système d'information qui est suffisamment complexe pour que ce soit intéressant de s'intéresser aux enjeux associés, mais où on peut quand même avoir un impact. Quand tu interviens dans une boîte très grosse du CAC 40, c'est très intéressant. Ils ont souvent les moyens de se poser des questions intéressantes aussi. Pour autant, l'impact que tu peux avoir par les actions que tu vas mener sera toujours limité à l'entité, le projet, la BU, la business unit dans laquelle tu vas intervenir. Donc, on essaie de trouver des boîtes qui correspondent un peu à des situations où on peut avoir de l'impact. D'accord. Pour continuer un petit peu sur cette intro et comprendre un peu qui tu es et qui vous êtes chez Nuageo, j'ai lu sur Internet que Nuageo, c'était une perma-entreprise. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'une perma-entreprise? Parce que c'est pas forcément quelque chose qui est super couramment répandu ou entendu et compris. Donc voilà, je voulais savoir un peu, qu'est-ce que c'est qu'une perma-entreprise, mon cher Clément? Quand on a créé Nuageo avec Antoine, mon associé, on est parti de 2 constats. Le premier, c'était que les projets informatiques dans lesquels on intervenait au quotidien, ils demandaient beaucoup d'énergie humaine, l'investissement dans le projet, que ce soit pour les consultants, pour les clients, d'énergie informatique, dans la quantité de puissance informatique, de serveurs qu'on déployait à l'époque, et d'énergie budgétaire, de budget, des projets très chers. Et au final, les clients, au regard de ces dépenses multiples et énormes, ils n'étaient pas tellement satisfaits du résultat. Et donc, premier constat, on s'est dit, on va essayer de construire une boîte sur laquelle, en tout cas, on se concentre sur la valeur d'usage de l'informatique. On se concentre vraiment sur ce qu'on veut faire au final et on essaie de trouver les justes moyens pour répondre aux besoins des utilisateurs. Et le deuxième constat, c'était que dans les boîtes de conseil, malheureusement, souvent, les gens viennent avec beaucoup de motivation, s'épuisent pendant quelques années, changent de boîte de conseil pour faire un petit gain de salaire ou vont chez des clients pour avoir un environnement de travail plus confortable. Mais avec Antoine, mon associé, on aimait beaucoup le métier du conseil. On s'est dit, si on essayait de construire une boîte où les gens se sentent bien, peuvent venir, travailler dans des conditions qui sont correctes, s'épanouir, et puis un jour repartir, pas parce qu'ils sont épuisés, mais parce qu'ils ont envie de passer à autre chose. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé Nuageo à la base. Et petit à petit, on s'est vite rendu compte que on voulait que Nuageo, ce soit une aventure collective. Donc, que l'impulsion qu'on donne avec Antoine en tant que fondateur de cette structure, elle nous dépasse, que ce soit
l'entreprise qui perdure au-delà de ce qu'on a pu impulser, que ce soit aussi les collaborateurs, les collaboratrices qui s'emparent de ce sujet-là. Et on a eu la chance de croiser à peu près au même moment Sylvain Brezard, qui est à l'origine du concept de perma-entreprise, qui était en train de finaliser sa méthode, son livre. On a eu la chance de travailler avec lui sur cette finalisation et de profiter du modèle de perma-entreprise pour nourrir au quotidien le concept de société à mission chez Nuageo. Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que la perma-entreprise? C'est le principe que les entreprises, les organisations doivent prendre soin de la planète, prendre soin des gens et se fixer un cadre de fonctionnement et redistribuer l'excédent. Je donne un exemple qui parlera à mon avis à tout le monde, c'est que on partage 30% de notre résultat net avec nos collaborateurs, nos collaboratrices. On en réinvestit une partie dans Nuageo et on essaie de réinvestir une partie de ce temps aussi. Là, je te parle d'argent, mais une partie de ce temps dans des causes qui nous sont chères. Maintenant qu'on a un petit peu parlé de Nuageo, je voulais qu'on parle un peu plus précisément de toi avant qu'on aborde vraiment le cœur du sujet, c'est-à-dire le numérique responsable, et savoir un petit peu connaître ton parcours de formation professionnelle et puis qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans ce domaine. Moi, j'ai toujours été curieux de savoir comment les choses fonctionnaient. Quand j'étais petit, j'avais la chance d'avoir un grand-père qui bricolait et surtout qui avait la patience de m'expliquer ce qu'il faisait. Et assez vite, moi, quand j'avais 15 ans, 16 ans, j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur à la maison. Tu sais, à l'époque, il y avait les tours, les gros écrans. Ouais. Est-ce que tu as connu ça aussi? Ouais. Et puis j'ai pu commencer à bidouiller. Enfin, je trouvais ça, et jamais que je pourrais en faire un métier, mais je trouvais ça intéressant. Puis je savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard. J'ai passé mon bac. Comme je savais pas, je me suis dit que j'allais faire une classe préparatoire. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de quand même très généraliste et qui ouvrait beaucoup de portes. Je suis allé ensuite en école de commerce. Pareil, sans conviction, sans certitude. Et en école de commerce, j'ai fait un master en système d'information. Commerce ou études d'ingénieur, j'étais quand même un petit peu entre les deux. Et suite à ça, je suis allé dans un cabinet de conseil et d'audit, une grosse boîte. Et quand tu es en école de commerce, on me dit que c'est là-bas qu'il faut aller parce que c'est la suite logique, c'est la voie royale. C'est vrai que c'est une bonne école, tu apprends plein de choses, peut-être parfois un petit peu déshumanisé, mais en tout cas très riche. Pour autant, je trouvais pas énormément de sens à ce que je faisais. J'avais l'impression que j'étais assez loin des problématiques des utilisateurs et des utilisatrices et assez vite, je me suis réorienté vers des choses un peu plus concrètes. Et je suis allé dans une petite boîte qui s'appelait Eozen à l'époque. Je faisais de l'intégration sur des systèmes qu'on appelle SAP, des gros ERP. Et là-dessus, j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'on était dans le concret. On avait des gens en face de nous qui avaient des besoins. Et nous, notre rôle, c'était d'essayer de les faire fonctionner, de répondre à leurs problématiques en faisant en sorte que le système ne crache pas par ailleurs et soit pérenne, qu'importe ce qu'on met dessus. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Antoine, dont je te parle depuis tout à l'heure, mon associé. Et à un moment donné, il m'a dit, est-ce qu'on montrait pas une boîte pour essayer de se reconcentrer sur la valeur d'usage de l'informatique et pour essayer d'incarner, de faire vivre des valeurs humaines qui nous portaient déjà à l'époque. D'accord. Je voulais évidemment maintenant te poser la grande question du numérique responsable. Chez Arinfo, on essaye de s'organiser aussi pour un peu plus informer, sensibiliser et former nos apprenants sur ces notions-là. Et si j'ai voulu que tu sois avec nous aujourd'hui, c'était aussi pour nous parler de ça. Est-ce que tu pourrais maintenant, Clément, nous parler un petit peu de numérique responsable, nous définir cette notion-là, quels en sont les enjeux? Alors j'aimerais bien commencer par quelque chose peut-être un peu provoque, mais le numérique responsable n'existe pas. Je ne sais pas si je vais réussir à le définir. Je te propose qu'on parle d'un numérique qui soit plus responsable. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout ce qu'on fait a un impact environnemental, un impact social. Le numérique énormément sur tout plein d'aspects. Traditionnellement, quand on parle d'un numérique plus responsable, on se concentre sur deux aspects: les impacts environnementaux du numérique. Bien souvent, ces impacts environnementaux se limitent au réchauffement climatique, ou en tout cas au dérèglement climatique, pour être plus précis, liés aux émissions de gaz à effet de serre. On sait aujourd'hui que le numérique représente à peu près 3 à 4% des gaz à effet de serre en France, dans le monde. Ça correspond environ à la flotte de camions, environ aussi à l'aviation civile. Donc, si on se dit que le sujet de l'aviation, c'est un problème en termes de dérèglement climatique, le numérique, c'est quand même un problème aussi. La spécificité avec le numérique, c'est sa croissance rapide. Donc, on estime que la croissance des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique est de 7 à 9% par an. Et ça, c'est sans prendre en compte l'impact de l'IA génératif qu'on a vu grossir de manière exponentielle ces dernières années. Donc, je disais, sur la partie environnementale,
C'est aujourd'hui on va dire la vitrine du sujet. Malheureusement, c'est pas le sujet principal dans le numérique. Je pense notamment à la consommation de ressources abiotiques, à la consommation des matériaux qui sont utilisés pour fabriquer nos équipements. Aujourd'hui, pour fabriquer un ordinateur, tu vois, ton petit ordinateur de 2 kilos, on en avait parlé ensemble déjà, il faut à peu près 800 kilos de matière. Pourquoi? Parce que chaque gramme de cuivre, de métaux que tu vas utiliser dans tes équipements, tu extrais énormément de terre pour récupérer une petite quantité de métal. Cette quantité de métal, pour la récupérer, tu dois séparer la terre qui t'intéresse pas du métal avec de l'eau et des produits chimiques. Donc, tu consommes énormément de ressources et cette consommation de ressources a certes un impact environnemental, mais aussi un impact social, les Bien sûr. conditions de travail dans lesquelles ces métaux sont extraits, la pollution des sols, de l'eau, de l'air autour de ces extractions et les conséquences sur les populations locales derrière. Un autre sujet moins visible et moins évident à traiter, c'est la consommation d'eau liée au Mmh. numérique, où il y a des pays, des endroits où il y a des conflits autour de l'usage de l'eau. Il y a un arbitrage à faire et malheureusement, ça va pas toujours dans le sens des populations ou de l'agriculture. Quand on parle de numérique, le numérique, c'est quelque chose qui est partout dans notre vie, au Mmh. quotidien, chez nous, dans la sphère professionnelle, pour les étudiantes, les étudiants qui nous écoutent dans leurs études. Et ça pose quelques questions. Ça pose des questions d'inégalité d'accès. Quand on sait qu'il y a à peu près 17% de la population qui ont des difficultés d'accès au numérique. On peut parler aussi des enjeux géopolitiques autour du numérique. On s'éloigne peut-être un peu du sujet social et sociétal, mais en réalité, quand on a une société, des entreprises, des organisations qui dépendent fortement du numérique pour leur processus essentiel, je veux dire, est-ce que le fait qu'on dépende de fabricants qui soient extraterritoriaux, d'éditeurs de logiciels qui sont beaucoup aussi américains, est-ce que ça crée pas une dépendance importante et par extension un risque dans notre capacité à utiliser du numérique sur le long terme? Donc quand on parle des enjeux d'un numérique plus responsable, on parle de tout ça. Et souvent, la réponse à tout ça, c'est la sobriété. C'est-à-dire, on va essayer de réduire nos usages à l'essentiel, des choses qui ont de l'impact positif, des choses dont on peut réellement pas se passer, et d'éviter ce qui est superflu. On va essayer de faire durer nos équipements plus longtemps. On va essayer de d'éco-concevoir nos logiciels. Une fois qu'on a réduit notre besoin, ce qui reste, on essaie de l'optimiser, de le rationaliser. Puis, petit à petit, on avance en essayant de réduire l'impact du numérique. L'année dernière, on t'avait reçu, lors d'une conférence, dans le cadre du Digital, Cleanup Day. On avait parlé de nettoyage de données, notamment avec nos apprenants. Je les invite évidemment, encore une fois, à faire attention à ce qu'ils vont stocker, sur les serveurs qui leur paraissent immatériels et qui leur paraissent à l'autre bout du monde. Mais tu nous avais quand même malgré tout expliqué que, et tu l'as redit là, que l'impact des données en tant que tel était relativement faible au regard de l'impact que pouvait avoir la fabrication de nos produits. Tu peux nous en dire un peu plus de là où on en est aujourd'hui par rapport à il y a un an à peu près? Comment ça a évolué? C'est vrai que les chiffres qu'on avait sur le numérique nous poussaient à travailler essentiellement sur les équipements utilisateurs. Aujourd'hui, on a des chiffres qui ont été un petit peu réactualisés, notamment en prenant en compte les serveurs qui sont situés à l'étranger, parce que quand tu accèdes à un service numérique, si tu prends en compte que les serveurs qui sont en France, ton périmètre il est vite réduit. Quand tu vas sur YouTube, sur tes mails, rapidement tu passes sur des serveurs qui sont à l'extérieur de la France. Et donc l'ADEME a réintégré l'impact de ces serveurs de la France dans l'impact du numérique français. Donc aujourd'hui, il y a quand même un rééquilibrage entre la partie, on va dire, usage et la partie matérielle. Donc je pense que c'est assez intéressant de travailler à la fois sur limiter notre quantité d'équipements, les faire durer le plus longtemps possible, mais aussi essayer d'être sobre dans nos usages au sens large. Et être sobre dans nos usages au sens large, c'est quand même assez compliqué avec l'arrivée de l'IA et notamment de l'IA générale. Et ça a un impact assez important à plein de niveaux. Pour le faire très court, pour entraîner ces IA, on a besoin d'énormément de matériel. Je l'ai dit tout à l'heure, le matériel dans l'impact du numérique, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ça demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de place dans les data centers. Et donc, ça a un impact aussi non négligeable. On a parlé au début de l'IA générative beaucoup de l'impact de l'entraînement.
Mais en Mhm. réalité, l'entraînement, ça se passe une fois sur un modèle donné, alors que l'utilisation, c'est du quotidien. Donc en réalité, la phase d'inférence, d'utilisation a un impact bien plus important. Mais en tout cas, je donne pas de chiffres parce que c'est pas vraiment évident d'avoir des chiffres parce que c'est des modèles en plus qui sont fermés. On ne sait pas exactement sur quoi tourne ChatGPT, sur quoi tourne Gemini, sur Ouais. quoi tourne Mistral, Claude, etc. Et donc avoir une idée très précise de quel impact de ces IA, c'est compliqué. Pour autant, on a la chance d'avoir des IA ouvertes et open source. On a la chance aussi d'avoir des études en France qui ont été faites pour essayer de stimuler un petit peu ces grandes IA sur des modèles un peu plus légers. Et donc, on peut faire des équivalents en se disant, ben, qu'est-ce que on estime que ChatGPT pourrait coûter ou que tous ces modèles fermés pourraient avoir comme impact. Et on se rend compte que ça a un impact énorme. Quelque chose de plus certain, c'est quand on regarde les rapports environnementaux de Microsoft ou de Google. Google dit que depuis 2019, son impact environnemental a augmenté de 48%, chiffre à vérifier, mais en tout cas un peu moins de 50%, notamment à cause de l'IA génératif. Microsoft parle de 30% entre 2023 et 2024. Ok. Et donc, dans une démarche où normalement ils devraient réduire, on se rend compte que à cause de l'IA générative, et c'est eux qui le disent, leurs émissions de gaz à effet de serre augmentent significativement. Et aujourd'hui, le problème de l'IA générative, c'est que c'est un sujet qui n'est presque plus un sujet informatique, c'est un sujet d'usage. Et il y a une adoption qui est extrêmement forte et extrêmement rapide. Et cette adoption, elle n'est pas encore assez questionnée, on ne voit pas encore assez l'impact de l'IA générative. Et aujourd'hui, on voit des gens qui utilisent l'IA pour générer toutes les images de leur PowerPoint, posent toutes les questions possibles et imaginables à leur IA, parce qu'en fait, personne n'a pris le temps de leur expliquer que ça avait des conséquences environnementales et sociales importantes. D'accord. Alors tu vois, donc chez Art Info, on va travailler avec les IA, puisqu'on est une école des métiers du numérique. On forme des graphistes, on forme des développeurs web, on forme des dessinateurs du bâtiment. Et dans tous ces domaines, en fait, les outils IA s'intègrent même maintenant directement dans les logiciels. Donc l'idée n'est pas de vous faire tous, auditeurs, culpabiliser quant à l'utilisation de ces outils, mais plutôt de vous donner une capacité à comprendre ce qu'il y a derrière ces outils-là, quels impacts ils ont, et puis permettre de vous raisonner. Alors, donc on a travaillé chez Art Info sur une charte de l'utilisation de l'IA en formation qui est disponible dans notre règlement intérieur. Et voilà, on essaye d'encadrer tout ça, de faire en sorte que non seulement vous soyez conscient de ces impacts qui sont derrière les IA, mais aussi que vous vous rendiez compte de l'importance de réfléchir par soi-même sur tout un tas de compétences, voilà, notamment structurer un discours, travailler ses arguments, imaginer des choses, c'est ça qui va faire votre différence, votre valeur ajoutée sur le marché de l'emploi. Voilà, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur ton activité et sur Nuageo. Et puis, il y a des questions comme ça un peu récurrentes que je vais poser à tous nos invités. Celle-ci, elle porte sur un projet ou voilà une initiative que vous avez en ce moment sur laquelle tu travailles et dont tu aimerais nous parler. Voilà. Est-ce que tu aurais ça dans tes valises? Des projets assez typiques qu'on fait régulièrement, on essaie de comprendre quelle est la maturité en termes d'impact environnemental et social du numérique des organisations. C'est presque un travail d'auditeur. On va voir les gens, surtout dans les DSI, les départements informatiques des entreprises, mais pas que. On va voir aussi les métiers, on va voir les RH, les acteurs, les actrices, etc. Et on essaie de comprendre comment ils fonctionnent. Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Quel est leur rapport à l'informatique? Et l'idée, c'est plutôt d'essayer de comprendre et d'identifier ce qu'ils font déjà de numérique responsable dans leur quotidien. Parce que souvent, ils en font sans même le savoir. Parce qu'au final, c'est simplement, c'est beaucoup de bon sens. Mmh. Alors l'idée, c'est que ce bon sens, on le complète par des indicateurs plus pragmatiques, plus concrets, mais c'est déjà du bon sens. Donc on essaie de comprendre avec eux ce qu'ils font. Par exemple, on a souvent, dans le cadre de l'informatique, des questions autour du renouvellement du parc d'ordinateurs. Et la plupart du temps, les gens qu'on a en face de nous disent, ben, nous, on essaie de le faire durer le plus longtemps possible, notre parc informatique, parce que ça coûte de l'argent. Il n'y a aucune motivation écologique. Pour autant, c'est une action qui sert tout à fait le propos. L'idée n'est pas d'essayer d'aller repenser l'informatique
et de repenser les métiers de ces personnes-là. Et déjà de leur dire ce que vous faites de bien, continuez à le faire et faites-le en conscience. Évidemment, si c'était que ça, ce serait trop facile. Le but de ces diagnostics aussi qu'on fait très régulièrement, c'est d'essayer de comprendre là où c'est un peu plus faible, c'est de trouver quelles sont les actions qu'on pourrait prendre pour améliorer la démarche numérique responsable de ces entreprises. La difficulté ici, c'est d'essayer de se dire qu'on ne vient pas avec des solutions. Évidemment, on aimerait toujours proposer des solutions qui sont extrêmement radicales, extrêmement ambitieuses. Mais en réalité, si c'est pour avoir un plan d'action qui reste sur des slides et qui n'est jamais mis en œuvre, ça ne sert à rien. Et donc, une grosse partie de notre métier, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre, on va dire, le monde idéal et la maturité opérationnelle des organisations dans lesquelles on intervient. Mais on essaie d'éviter d'arriver avec une solution trop éloignée de leurs pratiques actuelles, parce que sinon, ce sera refusé en bloc. Ça marche. Dans What's Your Num, donc c'est le podcast du numérique par info, il y a aussi la question de vos usages à vous, les invités du podcast, en termes de numérique. Moi, j'aimerais bien savoir ce que le cofondateur de Nuageo utilise comme outil au quotidien, quoi, dans ton travail. Est-ce que tu utilises des outils que tu aimerais nous partager? Nous, notre métier initial, c'est du conseil. Pour faire du conseil correctement, on a besoin d'outils, et notamment d'outils informatiques, fonctionner au quotidien, pour échanger avec nos clients, pour faire fonctionner notre structure. Une de mes recherches, c'est d'avoir des outils qui fonctionnent bien, qui soient efficaces et qui soient durables. Alors durable, pas forcément au sens écologique, mais plutôt au sens pérenne, c'est-à-dire qui, dans le temps, vont rester, sur lequel je pourrai avoir accès à mes données, sur lequel je vais pas avoir à me réadapter en permanence à des nouvelles interfaces, à me dire que je vais devoir migrer parce que le logiciel va disparaître. Et donc, j'ai essayé de me faire un environnement de travail, de mon point de vue, qui est modeste, mais pérenne et efficace. Ça commence par quoi? Ça commence par une distribution Linux, tout simplement parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien, que je suis pas obligé de mettre à jour, et gratuit, open source, qui reflète aussi les valeurs du livre auxquelles je crois, c'est-à-dire mettre à disposition des communs numériques, en fait, qui permettent d'avoir accès à des services essentiels et qui sont pas détenus par des entreprises privées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu dis que ta société fonctionne avec des services numériques, tu devrais avoir des outils en libre service pour pouvoir accéder à ces services. Et quand je parle de libre service, je parle pas d'outils gratuits. Tu vas sur Google, Gmail, etc. C'est gratuit, mais en réalité, ils fonctionnent tes données, ils essaient de te vendre des choses. C'est absolument pas, c'est ni neutre ni réellement gratuit. Donc voilà, une base de Linux parce que pour ses valeurs et puis pour la stabilité de ce type de solution. La deuxième chose que j'utilise beaucoup, c'est un bloc-notes. Alors j'ai un double bloc-notes. Alors pas un outil informatique, mais c'est quelque chose qui me permet de noter des choses de manière très très évidente. Donc là, tu nous parles de ton bloc-notes papier, hein, on est d'accord. Le Ouais, petit du carnet, bloc-notes voilà. qui est essentiel pour moi pour fonctionner, pour noter des choses. J'y reviens pas tellement, mais ça me permet de mieux ancrer les moments et les échanges que j'ai avec des personnes. Et ce bloc-notes, il y a quand même un rapport avec ta question, il faut pas oublier. Il a son petit jumeau numérique qui s'appelle Joplin ou Joplin. C'est un outil open source aussi et permet d'avoir des notes tout simplement qui sont synchronisées dans le cloud et je peux y avoir accès sur mon ordinateur, sur mon téléphone. Deux autres outils rapidement, peut-être un peu moins open source. On a notre Slack qui nous permet d'échanger entre nous, Ok. de créer pour le coup du commun Nuageo, que ce soit sur de la veille, de l'information, de la connaissance, tout simplement. Et on a notre suite aujourd'hui, notre suite Google qui nous permet de collaborer, notamment sur différents documents qu'on espère prochainement migrer vers Infomania sur la casse suite qui nous ressemble un petit peu plus en termes de démarche. D'accord. Tu as déjà plus ou moins répondu à ma question suivante, mais peut-être que tu vas pouvoir la compléter. Est-ce qu'il y a des tâches que tu te refuses de faire avec un outil informatique ou plutôt que tu penses plus efficaces lorsqu'elles sont faites autrement qu'avec l'outil informatique? Je vais te donner un exemple très concret, très actuel et sur lequel j'aimerais bien être tranché, mais je ne le suis pas. Je disais tout à l'heure qu'une partie de notre métier, c'était d'aller échanger avec des gens, d'essayer de comprendre ce qu'ils faisaient pour leur proposer des recommandations. Une partie de ces échanges, ils sont à distance, en visio, parce que beaucoup de choses sont comme ça aujourd'hui. Comment ça se passe? Traditionnellement, on prend des notes. Moi, je les prends souvent sur mon petit carnet ou directement sur un document. Et après, ces notes, on les retravaille, on les synthétise. Aujourd'hui, il y a des super outils qui te permettent de faire de la transcription, de la prise de notes automatique. Est-ce que je suis à l'aise pour utiliser ça?
J'aimerais bien pas être du tout à l'aise avec ça. J'aimerais bien me dire, je suis assez aligné, radical, congruent pour dire, ah non, ça, on le fait pas parce qu'au regard de l'impact, on pourrait très bien le faire à la main. Mais ça fait gagner tellement de temps qu'on pourrait se dire, Ouais. en fait, il faut le faire. Le problème que j'ai, fondamentalement, c'est pas tellement le fait que ça fasse gagner du temps, c'est le problème que ça ne capte pas du tout les mêmes choses que moi je capte sur mes notes. Aujourd'hui, je fais assez régulièrement l'exercice de prendre des notes et d'avoir ce résumé généré par l'IA en même temps. Alors c'est plutôt une transcription de l'échange qu'un résumé en réalité. Pour autant, là où le résumé IA est très factuel, comme je te disais tout à l'heure, nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment les gens fonctionnent. Et les gens fonctionnent pas toujours de manière très factuelle, ni d'ailleurs de manière très rationnelle. Et essayer de comprendre tout l'implicite, toute la subtilité, tous les non-dits, tout le langage non verbal, toutes les intuitions aussi qu'on peut avoir pendant un échange, c'est peut-être 50% de la valeur, travail de synthèse que je fais moi-même manuellement. Et donc aujourd'hui, si tu veux, ma position par rapport à ça, ça a beau être une aide fabuleuse, pour autant, je pense que ce serait dangereux de s'appuyer là-dessus parce qu'on perdrait justement le facteur humain dans l'échange. Merci beaucoup pour cette réponse bien argumentée. On va passer sur une partie plus perspective. Ce sera un petit peu la dernière partie du podcast. J'aurais aimé qu'on aille vers quelque chose d'un petit peu positif, si c'est possible, et que tu nous partages, si ça existe, les avancées qui sont les plus encourageantes en matière de numérique responsable. Est-ce qu'il y a des initiatives qui le sont, à commencer évidemment par la vôtre, mais j'imagine que vous n'êtes pas les seuls. Et voilà, est-ce qu'on a des raisons de se réjouir malgré tout? Moi, j'ai le sentiment, et je suis pas le seul dans la communauté, que le numérique responsable en ce moment a un peu de plomb dans l'aile. Ça a été très à la mode il y a quelques années. Il y a l'IA générative qui est arrivée. C'est un autre sujet qui a un peu pris les devants, un peu comme on a eu le métavers, les cryptos, etc. Et malheureusement, ça associé aussi à, on va dire, l'état du monde, au niveau d'incertitude, les difficultés économiques qu'on peut avoir, l'impact environnemental du numérique qui passe un peu au second plan. Et puis, je pense aussi qu'il y a un petit peu de fatigue par rapport de la communauté sur la capacité d'action qu'on a auprès des entreprises. Il y a beaucoup de sensibilisation, beaucoup de plans d'action qui sont définis. Puis très rapidement, les démarches de sobriété numérique, elles touchent un espèce de plafond de verre. Qu'est-ce que c'est le plafond de verre? C'est bah oui, mais en fait le métier en a besoin. Donc vous êtes bien gentil avec votre démarche d'éco-conception, mais cette fonctionnalité, si le métier en a besoin, qu'importe que ça crame des barils de pétrole derrière, que ça fasse des gros trous dans le sol, et que derrière des enfants doivent traiter les déchets que ça va générer parce que pour renouveler des équipements alors qu'on n'en a pas besoin, vous allez le faire quand même. Évidemment, je caricature, c'est pas aussi manichéen, mais c'est globalement l'idée. C'est pour ça qu'il y a quand même des avancées qui sont très encourageantes à plein de niveaux. Je lisais encore quelque chose, un rapport il y a pas longtemps qui disait par exemple que la durée de vie des téléphones augmentait, on les renouvelait moins souvent. Très bonne chose. On a de plus en plus d'organisations qui mettent en place des démarches de numérique responsable. Donc on va quand même vers le mieux. Pour autant, aujourd'hui, je commence à être convaincu que le concept de sobriété numérique, il n'est pas suffisant parce que, comme tu le disais, il y a besoin de cette espoir. Et la sobriété est entendue comme quelque chose où tu contrains. Qu'est-ce que tu peux enlever? Comment tu peux limiter? Comment tu fais moins? Et donc, se projeter dans un futur où, en fait, tu fais moins, c'est pas très désirable. C'est pas quelque chose qui fait rêver les entreprises et qui, de manière très concrète dans nos métiers, qui fait pas rêver nos clients. On se pose beaucoup de questions et on a eu la chance de croiser les travaux d'un chercheur qui s'appelle Olivier Amand autour de la robustesse et qui part d'un constat, c'est qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus incertain. Et en fait, dans un monde fluctuant et imprévisible, se concentrer sur des actions de sobriété sur la partie environnementale et sociale, c'est pas suffisant. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment on fait fonctionner notre informatique et nos organisations dans ce monde qui est fluctuant, qui est incertain, qui est imprévisible. Et donc, plutôt que de travailler simplement sur la sobriété, on essaie de passer à la notion de robustesse. Ce qui ne veut pas dire qu'on oublie la sobriété, mais ce qui veut dire qu'on va plus loin. On inclut des réflexions autour de l'économie, de la géopolitique, surtout du long terme. Et on se dit,
comment on peut faire en sorte que notre système d'information soit robuste, c'est-à-dire qu'il soit stable à court terme et pérenne à long terme. Et ça inclut des notions d'hétérogénéité. On peut dire, plutôt que d'avoir une seule technologie, un seul système, un seul fournisseur, j'essaie de le multiplier. Comme ça, si j'en ai un qui tombe, qui change ses prix, qui change sa politique, je peux m'appuyer sur les autres. Je dois avoir une vision systémique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans l'informatique, qu'est-ce qui va avoir un impact sur mon informatique? Toute ma chaîne de valeur en amont, depuis l'extraction de matériaux, on en parlait, fabrication des équipements, des puces, jusqu'à la fabrication des logiciels et toute la chaîne aval aussi. Comment je vais les utiliser? Est-ce qu'éventuellement mes clients vont les utiliser? Et donc, le but, c'est d'avoir une vision un petit peu plus large du sujet, qui dépasse la simple optimisation environnementale et sociale pour avoir une informatique qui est réellement durable dans le temps et donc qui supporte nos organisations de manière durable dans le temps. Et donc, c'est pour ça qu'il faut questionner la raison d'être réelle, les modèles d'affaires et la finalité de nos organisations en se disant qu'est-ce qui sert le bien commun. Et donc, on va dire que la lueur d'espoir pour moi, c'est ce point-là, c'est d'essayer de construire des systèmes qui sont robustes au service du bien commun. Ça, aujourd'hui, on a les outils pour le faire et je pense qu'on a aussi l'énergie et la capacité de le faire. Quand hier, je suis allé voir des directions d'entreprise en leur disant on va essayer de se contraindre avec la sobriété. Maintenant, on va leur dire on va essayer de faire en sorte que votre entreprise elle soit encore là dans 30 ans. Si on vient à l'échelle de nos apprenants, est-ce que tu aurais quelques conseils qui seraient assez simples et actionnables rapidement pour leur permettre d'essayer de réduire leur impact environnemental via le numérique? Ce serait quoi ces conseils aujourd'hui? Faites durer vos équipements plus longtemps. Protégez-les, c'est-à-dire que mettez une coque sur votre téléphone, mettez un verre pour protéger l'écran. Ça, c'est plutôt sur la partie matérielle. Installer des logiciels qui sont plutôt sobres, parce que c'est pareil, si vous avez un super ordi qui est pas cassé, qui a pas de rayures, mais vous limitez énormément de logiciels, d'applications que vous les désinstallez jamais, vous en prenez pas soin, il va ramer et vous allez avoir envie de changer. Donc faites attention à ça. Évidemment, idéalement utiliser Linux ou des solutions libres et open source. Pourquoi? Parce que ça contribue à créer du commun numérique, des choses qui seront utiles pour le plus grand nombre. Et puis questionnez-vous sur pourquoi vous utilisez du numérique. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que vous n'avez pas une solution non numérique qui vous permettra là, éventuellement d'aller parler à des gens? C'est plutôt sympa. Et finalement, est-ce que ce que vous allez faire avec du numérique contribue ou pas au bien commun? Ok, super. On va rester là-dessus pour notre développement autour du numérique responsable. Et puis, si tu avais un conseil culturel, une recommandation culturelle à faire à nos apprenants, qu'est-ce que ce serait? Ça peut être un film, une série, ça peut être un livre. C'est ok si je te donne 2 livres? Tu m'accordes Tu ça? sais que la fois dernière, Thierry il m'a fait la même chose. Il m'a dit, est-ce que je peux en donner 3? Non, mais vas-y, donne-en 2. Okay. Il n'y a pas de souci. Ce qui m'a le plus marqué, c'est un petit livre de Corinne Morel Darleux, qui s'appelle plutôt Couler en beauté que spotter son grâce. Le livre appelle un peu à la poésie, appelle à l'action et appelle aussi à la beauté de l'action et à une expression que je reprends assez souvent, il faut archipéliser nos résistances. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul modèle pour essayer de proposer quelque chose de différent, de plus enthousiasmant. Il faut en créer plusieurs et c'est tout à fait OK qu'il y ait plusieurs modèles, que ce soit pas rationnel, que ce soit pas optimisé. Et c'est dans cette richesse et dans cette diversité qu'on aura une société peut-être plus durable et aussi plus enthousiasmante qui va se construire. Le deuxième, je le prends pour essayer d'avoir un support physique en même temps. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors là, on est vraiment, pour le coup, donc, plutôt dans la littérature. C'est un petit peu pour s'évader, puis c'est pour voir une vraie incarnation du courage. À mon sens, c'est Les Racines du ciel de Romain Gary. D'accord. C'est un livre magnifique et si vous êtes éco-anxieux, si vous êtes dans une situation où vous avez besoin de puissance, de douceur, de courage, vous pouvez lire ça. C'est une magnifique aventure et moi ça m'a beaucoup marqué. Super. Bon merci pour ce partage culturel. On va clôturer le podcast avec toi Clément. Simplement, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que les apprenants et les auditeurs au sens large peuvent te retrouver le travail de Nuageo? Alors, plusieurs choses. Me retrouver sur LinkedIn, c'est là où je suis un petit peu présent. Je poste pas mal. Venez me parler moi. En général, je réponds, peut-être parfois avec un peu de délai. Allez voir le travail de Nuageo sur le site nuageo.fr. On a un blog. On essaie de publier quelques articles aussi.
Venez faire un tour du côté de la fresque du numérique. Il y a que des gens sympas et c'est enthousiasmant. Du côté de l'attitude, à se croiser aussi par là-bas ou du côté des shifters. Si vous allez traîner du côté du cercle thématique sobriété numérique, on devrait se croiser. On devrait se croiser également. Si on se croise pas, c'est pas grave parce qu'il y a d'autres gens qui sont passionnants là-bas aussi. Bah, écoute, merci beaucoup Clément pour toutes ces explications, tout cet éclairage autour du numérique responsable, du numérique plus responsable. J'ai bien compris. Oui. On va pouvoir terminer le podcast. Je te souhaite plein de bonnes choses et puis je te dis à très bientôt. Merci Tristan. À bientôt.